Donc on va commencer par une présentation générale de l'APEFA. L'APEFA, c'est quoi? C'est aujourd'hui 350 adhérents répartis sur 32 départements. Donc l'objectif de l'APEFA, c'est de s'étendre au niveau national après une première action développée en Bretagne. C'est quand même aujourd'hui une puissance assez représentative, 30 MW sur 200 000 m² de toiture, ce qui permet justement d'avoir des retours d'expérience. Une ambition, c'est vraiment l'ambition de l'APEFA, c'est de créer un lien dynamique entre tous les acteurs de la filière. C'est pour ça que je vous ferai voir la liste un peu des partenaires aujourd'hui de l'APEFA qui viennent de tout horizon. Et puis, pour les adhérents de l'association, ce qu'on essaye d'offrir, de proposer, c'est bien sûr des services, des outils. Donc voilà, je présenterai un peu les travaux que j'ai menés pour l'APEFA. De vérifier, de pouvoir comparer par exemple entre deux sites à 10 km de différence qui ont à peu près les mêmes caractéristiques. Rapidement pouvoir comparer des différences de production et tout de suite alerter facilement un producteur en lui disant tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe bizarrement, il faut agir pour réparer. Donc l'objectif, c'est que par rapport à ce genre de projet qui est quand même mené sur une période de 20 ans, ça peut être très très long, l'objectif de l'APEFA, c'est d'apporter de la sécurité, de la sérénité, pour que la production soit maximale pendant la période d'exploitation, sachant que le contrat dure 20 ans. Tout kilowattheure qui va être perdu dû à une panne, dû à un mauvais fonctionnement ne sera pas rattrapable, et qu'au bout de 20 ans, le solde, je dirais, voilà, l'aspect économique qu'on traite quand même, c'est que le solde de trésorerie prévu ne sera pas réalisé. Les valeurs de l'APEFA, c'est recenser les interrogations, de voir un peu tous les problèmes rencontrés, d'analyser aussi les risques techniques qu'il y a à faire une installation photovoltaïque. Donc on essaye de mobiliser les adhérents pour leur dire voilà, vous êtes producteur d'électricité, vous êtes exploitant d'un système à l'échelle de 100 kW, on peut considérer qu'on commence à être dans un petit système industriel. Donc il faut vraiment avoir une rigueur totale sur la partie technique. Très, très, très rigoureux, je dirais, face à nos interlocuteurs qui sont EDF et ERDF au niveau administratif. Bien, en amont du projet, traiter les aspects juridiques. Aujourd'hui, on a une problématique qui nous dit que jusqu'à présent, les paysans étaient exemptés de CFE, cotisation foncière aux entreprises. À partir du moment où vous produisez de l'électricité, votre toit se transforme en activité industrielle et du coup, le fisc, par erreur, on ne sait pas trop, commence à demander des cotisations CFE sur les toits photovoltaïques et certains ont pris des douches froides puisque toute la surface de l'exploitation, tous les bâtiments ont été reconvertis en exploitation industrielle. Donc on est là vraiment pour ne pas laisser justement tous ces adhérents dans la panade et vraiment apporter des réponses rapidement pour que l'exploitation du système photovoltaïque se déroule correctement. Les assurances aussi, aujourd'hui c'est un combat permanent avec les assurances parce qu'on a connu l'époque phase du photovoltaïque avec des problématiques. Et aujourd'hui, les assureurs, que font les assureurs? Ils augmentent les cotisations annuelles, les primes. Et du coup, nous, on est là en intermédiaire pour batailler en leur disant attendez, nous, on va faire des efforts. On va respecter des chartes de qualité qu'on a mis au point, qu'on utilise aussi avec Qualité ENR, et on vous assure que l'installation que vous allez assurer ne va pas tomber en panne, ne va pas générer de risque électrique. Donc ça fait partie aussi de notre travail, et on parle déjà de succession, parce qu'on peut imaginer un exploitant qui est aujourd'hui à son compte, qui demain va partir à la retraite, va vendre son exploitation, et donc la question c'est comment vendre son installation photovoltaïque. L'autre aspect qu'on traite, c'est vraiment enregistrer à la demande de tous les adhérents. Donc ils ont un petit compte personnel où ils peuvent rentrer leur production mensuelle et ça nous permet de dresser des statistiques qui aujourd'hui commencent à être assez intéressantes avec le recul de plusieurs années. Communiquer bien sûr et échanger des informations. Promouvoir le photovoltaïque. Depuis maintenant presque 10 ans en France, on développe cette technologie avec aujourd'hui les chiffres, c'est quoi? C'est 400 000 installations, 6 gigawatts, 4% de l'énergie produite, donc ça commence à être quelques chiffres représentatifs. Mettre en place des essais comparatifs, donc on essaye d'expérimenter à notre niveau, de la ventilation, épaisseur entre la surface de couverture et les modules, le nettoyage, est-ce qu'il faut faire du nettoyage, est-ce qu'il faut arroser les panneaux en période estivale, donc certains se portent volontaires pour tester un peu tout ça.
L'objectif aussi, c'est bien sûr d'assurer une veille technologique. Donc c'est un peu moi, au sein de mon bureau d'études, qui réalise cette prestation. Et puis voilà, apporter une fois de plus de la sécurité, de la rentabilité et de la sérénité qui en fait est une diversification du métier de paysan. Ça marche. On n'est pas tout seul, hein. En Bretagne, bon, on est une grosse région productrice à tout niveau. Donc on a des chambres départementales et régionales qui nous assistent dans la démarche, avec en plus des formations, des prestations individuelles, des groupes d'échange, des montages de projets. On a voulu aussi, je dirais, ne pas rester dans notre coin, et c'est pour ça qu'on a fait entrer des installateurs, hein, qui, eux, connaissent bien les produits, connaissent bien la mise en œuvre. Donc le but, c'est vraiment d'échanger. On est allé vraiment très très loin en mettant une charte de qualité dans les bâtiments d'élevage, avec le GIE, un groupement d'intérêt élevage en Bretagne. On réalise des actions communes pour la recherche dans de meilleures conditions d'efficacité. On bénéficie bien sûr d'un retour d'expérience sur toutes les installations. Donc voilà, donc ça c'est les installateurs. Comme je vous disais tout de suite, on a les banques aussi qui sont là dans le réseau partenaire pour pouvoir proposer des crédits, parce que quand on fait le tour des banques, hein, quand on est porteur de projet aujourd'hui, vous allez taper à la porte auprès de 4-5 banques, il y en a 3 qui vont vous dire non. Donc voilà, on essaye de filtrer un peu les banques qui sont favorables au développement. Souvent, elles imposent des conditions, des fois d'ordre technique, alors qu'un banquier, par définition, n'est pas vraiment technicien. Donc on essaye justement de discuter pour leur dire, attendez, ça c'est utile, ça c'est pas utile. Nous, on a vu, pour vous dire, un peu une hérésie, hein, en Bretagne, la probabilité d'impact de foot sur le territoire est très faible. On a vu à une époque, hein, des fabricants, bien sûr, de parafoot côté continu qui se sont mis dans le cercle, et puis les assureurs et les banquiers nous demandaient, voilà, quelques mois après, d'équiper tous les systèmes photovoltaïques de parafoot DC. C'est un surcoût, ce n'est pas obligatoire selon la norme, et puis le risque la question qu'on peut se poser, c'est quel va être le comportement du parafoot en fin de vie, est-ce qu'il va passer en circuit ouvert ou en court-circuit. Vous connaissez tous les conséquences d'un court-circuit. Donc l'objectif, bien sûr, voilà, c'est de créer de la valeur ajoutée en milieu rural, renforcer la filière photovoltaïque, et puis apporter une image aussi plus sereine du monde agricole, hein. C'est vrai que, je ne sais pas si vous êtes au courant, pour ceux qui sont en région parisienne, hein, c'est une filière, vous avez tous été au courant du marché du porc, etc. Je passe les détails, mais c'est une filière aussi qui souffre, hein, et qui veut vraiment montrer patte blanche au niveau de tout ce qu'elle fait. Les résultats, donc on s'amuse à remplir toutes les productions, et on obtient, je dirais, on raisonne de manière relativement simple, hein. Nous, le ratio qu'on utilise, c'est le kilowattheure par kilowatt crête, donc on voit quand même des bons résultats. Donc toutes celles qui sont sur la partie gauche du graphique, hein, c'est bien sûr hors Bretagne. On a quelques-unes quand même, mais c'est grâce à notre réseau sur 32 départements. Donc en ordonnée, hein, vous avez la production en kilowattheure par kilowatt crête, et en abscisse l'équivalent du nombre d'installations. Donc on a quand même, voilà, pour vous dire, hein, des performances assez sympas, avec des ratios de production qui atteignent plus de 1300 kWh par kilowatt crête. Quand on revient en Bretagne, on atteint un peu, je dirais, souvent on dépasse la barre des 1000. Et puis on voit que sur la partie droite, là-bas, on a quelques défaillances que je vais développer un peu plus tard. Tout est résumé, hein, les années suivent et se ressemblent, hein, bien sûr. Voilà, souvent on nous a dit le gisement solaire est variable. Quand on regarde un peu de manière bibliographique, on se rend compte que le gisement solaire, bon, à part des années exceptionnelles, est quand même relativement constant à plus ou moins 3%. Ça se traduit directement par les productions qui sont notées sur ce graphique, avec quelques petites variables, hein, mais vous voyez, on suit, je dirais, naturellement la variation du gisement solaire, avec quand même des performances assez intéressantes à retenir, puisqu'on est en moyenne à 1100 kWh par kilowatt crête, entre bien sûr le nord et le sud de la Bretagne. Quelques données économiques. Aujourd'hui, le marché, hein, le marché évolue en permanence, avec des réglementations qui sont très dures à suivre, hein, même pour nous professionnels. Aujourd'hui, on attendait depuis le début de l'année un décret qui vient d'être validé, qui n'est valable que jusqu'au 31 décembre. On nous promet un nouveau décret, donc on n'a pas encore compris la formule, hein, qui va permettre de définir le tarif d'achat au 1er janvier.
Donc on s'adapte en permanence parce que nous, notre objectif, c'est d'avancer, de sécuriser des projets et on s'adapte. Aujourd'hui, le marché, c'est quoi? C'est le marché par segmentation en termes de puissance, 36 et 100 kW essentiellement. Donc à titre indicatif, une installation de 99 kW crête. Alors pourquoi est-ce qu'on va, on n'atteint pas, on essaye de ne pas frôler la barre des 100, tout simplement parce que dès que vous êtes producteur d'électricité et que vous avez un système de 100 001 watts crête, vous payez l'IFER, qui représente, c'est encore un impôt, qui représente un montant forfaitaire de 7 € par watt. Donc on essaye de ne pas trop dépasser cette puissance. Aujourd'hui, 140 000 €, bon, les chiffres ont encore baissé, hein. On considère aujourd'hui plus 110 000 sans le raccordement, donc 125 000 hors taxe tout compris, avec une production donc estimée à 1100 kWh par kW crête et un tarif de 13,68. Les taux d'intérêt aujourd'hui sont très faibles, donc c'est le moment d'emprunter. Sur 15 ans, on arrive aujourd'hui à un solde de trésorerie à 40 000 €. L'objectif du photovoltaïque aujourd'hui, c'est quoi pour un agriculteur? C'est de pouvoir payer son nouveau bâtiment. Donc on était dans une vision du photovoltaïque il y a quelques années où on vendait, hein, pour vous dire, on avait un gap de à peu près 5 par rapport au tarif d'achat. On a vendu jusqu'à 60 centimes le kilowattheure avec des soldes de trésorerie qui étaient largement au-dessus, mais aussi des prix qui ont beaucoup évolué dans le temps. Les adhérents de la PFA, pour vous donner quelques chiffres, lorsqu'ils ont investi, payaient environ leur installation 5 € du watt. C'était en 2008-2009. Aujourd'hui, le prix complet hors taxe coûte 1 €. Donc on a eu une diminution des coûts par 5, ce qui est assez intéressant. Et logiquement, le tarif d'achat, hein, il suffit de faire la division, il est aussi divisé par 5. Le 9 kW, bon, très peu d'agriculteurs le font, mais des fois, pour des petites toitures, ça peut être une opportunité. Donc là, on est dans une autre considération de ce qu'on appelle de l'intégration au bâti. Moi, c'est, je dirais, une version lambda de la réglementation que je n'accepte pas du tout. Pourquoi? Parce que les panneaux sont plaqués à la toiture. Les panneaux, on leur demande de jouer le rôle de l'étanchéité. Ce n'est pas le travail. Un panneau, c'est fait pour produire de l'électricité. Ce n'est pas fait pour être étanche. C'est pas fait pour être coincé entre 2 mm d'air. Et aujourd'hui, le 9 kW, malheureusement, continue à intéresser certaines personnes, mais on se rend compte que bon, on a un peu de la chance en Bretagne, puisque les températures extrêmes, on ne les connaît pas encore. Mais aujourd'hui, on a des retours d'expérience, hein. Lorsqu'on colle les panneaux à la toiture, on dépasse très rapidement la température limite de fonctionnement. Aujourd'hui, un panneau est conçu pour 85 degrés maximum. Et il s'avère que, voilà, au résultat, on a du vieillissement prématuré. Donc vivement le retour à la surimposition, comme on faisait avant le décret, où on a 10 cm d'écart entre la face arrière du panneau et la toiture. Donc aujourd'hui, vous voyez que pour des 9 kg, le tarif reste encore très très intéressant. Et on arrive au bout de 20 ans, avec les mêmes conditions, les mêmes hypothèses, à peu près 6 400 € de revenir. Donc c'est assez incroyable, hein. On investit 10 fois moins de puissance et on récupère un solde de trésorerie qui est, pour un facteur, si je ne dis pas de bêtises, 7-8. Donc il y a quand même une petite différence. Pour faire évoluer les choses, on a mis en place l'année dernière, et donc depuis cette année, on a agréé des installateurs. Donc on a travaillé en amont en fait, avec des professionnels qui construisent des bâtiments spécialement pour élevage, en optimisant en fait le confort de l'animal avant tout, et on a essayé de mixer en fait sur le même toit, sur le même bâtiment, photovoltaïque et des bêtes en dessous tout simplement. Donc on a mis en place une charte de qualité. Vous voyez la liste des installateurs qui ont bien voulu jouer le jeu, c'est-à-dire que moi je suis intervenu en audit sans prévenir l'installateur. Et j'ai testé tout ce qu'il fallait tester, j'ai vérifié que tout fonctionnait. Et au final, 4 installateurs ont été agréés, ce qui permet aussi pour eux d'être reconnus par rapport à leur qualité de réalisation. Donc, quelques détails de cette charte qualité bâtiment agricole. Donc, bien sûr, voilà, comme je viens de le dire, la présence d'animaux, hein, faut vraiment faire attention à ça. La question finale, voilà, qu'on se pose, c'est un bâtiment agricole. C'est avant tout pour faire de l'élevage, mais aujourd'hui, on se rend compte que c'est très intéressant pour exploiter du photovoltaïque. Donc, il faut vraiment trouver un compromis. Donc, il y a vraiment eu un travail d'échange entre
les spécialistes de chaque fonction. On a aussi beaucoup travaillé sur l'information, les obligations en tant que maître d'ouvrage. Aujourd'hui, un agriculteur, quand il signe un devis pour une installation photovoltaïque, il n'a pas forcément conscience qu'il est maître d'ouvrage. Maître d'ouvrage, ça veut dire quoi dans le monde du bâtiment? Ça veut dire qu'il est responsable d'une éventuelle chute d'un installateur sur un toit, s'il n'a pas vérifié que l'installateur a mis en place un échafaudage dans son offre commerciale et que la personne tombe du toit. Cet exploitant agricole pourrait être tenu responsable parce qu'il aurait dû obliger l'installateur à mettre en place un échafaudage. La fourniture de matériel, bien sûr, conforme aux normes. Une exploitation agricole, c'est des fois aussi des rejets de gaz dans l'atmosphère. La Bretagne, c'est aussi pas mal d'air salin. Donc on demande des certificats internationaux complémentaires pour être sûr que les modules vont durer dans le temps. Aujourd'hui, l'autre problématique qui est traitée, c'est l'interaction entre le support de fixation et le module. Donc on est lié au bâtiment, on est lié au CSTB, le Centre scientifique et technique de bâtiment qui délivre des avis techniques. Et aujourd'hui, on demande aux adhérents qui ont des nouveaux projets de vérifier qu'il y a une cohérence entre la structure de fixation et le module qui est retenu, à savoir soit la mise à disposition d'un ATEC, donc avis technique, passe innovation, ou ETN, en quête de techniques nouvelles. Et puis bien sûr que l'installation soit conforme à la norme française, la NFC 1500 et le guide UT1 C15 712-1. Et bien sûr, aujourd'hui, avec le retour d'expérience, on a vu beaucoup d'installateurs qui oubliaient, entre guillemets, de remettre à la fin de l'ouvrage, à la fin du chantier, ce qu'on appelle un DOE, excusez-moi pour les acronymes qui s'enchaînent, dossier d'ouvrage exécuté. Et c'est vraiment un document qui permet, en cas de panne, de pouvoir diagnostiquer très rapidement. Donc on force aujourd'hui tous les installateurs à remettre un dossier complet, technique, administratif et juridique lorsque le chantier est terminé. Le site, si vous voulez aller voir ce qui se passe, donc pas mal de choses, une grosse dynamique réalisée par le président qui travaille beaucoup sur le site internet pour communiquer, pour mettre à disposition des dossiers, etc. Les partenaires, donc comme je vous ai cité rapidement en amont des diapos, donc aujourd'hui 5 ou 6 installateurs, des banquiers, des cabinets d'avocats et de juristes parce qu'on en a besoin aussi lorsqu'on a des problématiques, des professionnels qui font des nettoyages. On a même New Holland qui a adhéré à la PFA parce que on les a rencontrés il y a 1 an et demi, je crois, et ils développent un moteur à hydrogène. Donc c'est assez audacieux. Voilà, on voit dans le monde agricole, ça bouge. Les tracteurs bleus, si un jour vous les croisez, New Holland, ils veulent vraiment innover. Voilà, donc 21 partenaires aujourd'hui. Il y en a qui disent que ça fait un peu trop, mais nous on pense qu'on n'est jamais assez trop nombreux. Nos actions pour 2016, l'année est bientôt terminée. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate sur le marché du photovoltaïque? C'est que quand on regarde la proportion des installations par rapport la puissance des installations en France par rapport au nombre d'installations, on voit avec la dernière centrale qui a été mise en route là en Gironde, si je ne dis pas de bêtises, plusieurs centaines de mégawatts, que les tendances s'inversent par rapport aux segmentations du marché. Et nous, ce dont on a peur au nom de la PFA, c'est que le marché segmentaire actuellement qui intéresse encore les agriculteurs, c'est-à-dire 100 kW, disparaisse. Donc nous, on souhaite vraiment militer pour ça, pour continuer à donner une place à la production d'énergie locale. La question qu'on peut se poser, c'est le photovoltaïque. Voilà, est-ce que ça doit être la production de masse, en parlant de mégawatts, ou est-ce qu'on est dans le développement de production locale et de raisonner production, consommation. Donc nous, on veut vraiment militer pour ça. On souhaite aussi l'année prochaine lancer des projets collectifs, porter les agriculteurs, c'est-à-dire que si demain on nous enlève cette segmentation, on ira monter des projets de manière collective, peut-être à l'échelle du mégawatt, pour continuer à investir dans le photovoltaïque. Et puis voilà, on a d'autres idées aussi pour commencer, mais on fera autre chose. Moi, je développe aussi au niveau de mon activité le moyen éolien dans le monde agricole. Donc ça, c'est encore
des systèmes où il y a eu beaucoup de déboires. On commence à constater aujourd'hui qu'à l'échelle de 20, 50, 100 kW, on commence à avoir des bécanes qui sont vraiment performantes et qui conviennent dans par exemple une exploitation de porc qui consomme quand même beaucoup d'énergie, une autonomie, une recherche vers l'autonomie énergétique. Et puis voilà, on essaye aussi de préparer tous ces producteurs dans le monde agricole qui payent leurs factures d'électricité comme tout le monde, qui ont des factures depuis quelques années qui s'envolent. Et puis voilà, on sait tous qu'au 1er janvier, les règles vont changer. On ne sait pas trop ce qui va se passer. Aujourd'hui, le message d'EDF, c'est qu'il est assez violent en disant si vous n'avez pas changé de contrat avant le 1er juillet 2016, on vous coupe le jus. Voilà le discours d'EDF. Donc les agriculteurs sont un peu perdus parce qu'on leur demande de choisir des nouveaux contrats avec bien sûr 10 lignes écrites en police 6. Et c'est aujourd'hui une assistance qu'on propose pour essayer de débroussailler un peu le terrain et les orienter vers le bon contrat. Voilà, d'autres perspectives de développement, c'est bien sûr aussi le concept Smart Grid, on en parle beaucoup. En Bretagne, on est assez pionnier là-dessus. On est en train de se rapprocher aussi de la Vendée qui travaille beaucoup sur ce concept avec des technologies de stockage qui évoluent de manière très rapide. Donc l'idée de la PFA, c'est pourquoi pas être capable demain d'être autonome, de pouvoir s'effacer du réseau lorsque le gestionnaire nous le demande et d'avoir peut-être dans chaque ferme des unités de stockage qui permettront d'éviter des pénalités de pointe de consommation. Donc on essaye d'être vraiment très ouvert à tout ce qui se passe actuellement. Voilà pour la PFA. Est-ce que je continue? Vous avez des questions? Ou on passera après? Et au niveau timing, je vois 21h24. Bon, allez, on continue. Je vais vous présenter rapidement, il y a 3 diapos. Ce que je fais au sein de la PFA, avec mon bureau d'études. Ça fait 3 ans maintenant que je suis adhérent de la PFA. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai aujourd'hui réalisé une dizaine d'expertises dont je vais détailler un peu les causes et les conséquences et les diagnostics que j'ai réalisés. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on rencontre aujourd'hui comme cause réelle quand une installation est défaillante? Bien sûr des non-conformités, des erreurs de conception et de mise en œuvre, des propositions de solutions techniques et administratives incohérentes, et puis des estimations de pertes ou de coûts de réparation qui sont non plus incohérentes. À la demande de la PFA, c'était en 2012, on a essayé de motiver les adhérents en leur disant vous avez une installation qui fonctionne depuis 3-4 ans, vous n'avez jamais rien fait dessus, peut-être qu'il va falloir se poser la question sur des actions préventives éventuellement, et puis sur la signature d'un contrat de maintenance. Aujourd'hui, les statistiques nous montrent que la panne revient souvent à l'onduleur, malheureusement. C'est l'objet un peu défaillant du système. Bien sûr, cet onduleur, il ne va pas tomber en panne au mois de décembre. De toute façon, on s'en fiche un peu. Au mois de décembre, c'est 2% de la production annuelle. Il va tomber en panne régulièrement au mois de juillet. Au mois de juillet, c'est les vacances. Et puis, les fabricants nous disent « Oula, 3 semaines de délai ». L'installateur, il nous dit « Je suis en vacances ». Et du coup, on peut avoir un onduleur qui reste en rideau pendant 3-4 semaines. Je pense que vous connaissez tous la production du mois de juillet. De manière statistique, c'est presque 20%. Donc on peut arriver, heureusement, si les installations sont bien conçues, on a une conception modulaire et normalement, on arrive encore à tourner sur 3-4 onduleurs. Mais ça peut être problématique. Donc moi, je me suis permis de rédiger un document. Ça a été un peu difficile pour moi en tant que technicien de vulgariser certains termes. Donc j'ai essayé de faire un gros travail pour vulgariser l'aspect technique et l'aspect maintenance avec tous les termes qu'on utilise, préventif, curatif, les normes associées, parce qu'on est en France, un pays qui dispose de beaucoup de normes, je crois 400 000. Ça fait du bien de temps en temps, on est protégé, mais des fois c'est un peu lourd. Donc on a essayé de vraiment décrire dans un rapport synthétique d'une 30aine de pages ce qu'il fallait
les actions qu'il fallait entreprendre pour avoir bien sûr de la sérénité dans la production de son installation. Et puis tout simplement une petite checklist qui permet de vérifier par soi-même si l'installation tourneront ou pas. Et puis aussi leur donner un avis un peu extérieur sur les contrats qui vont leur être proposés, parce qu'aujourd'hui sur le marché, on voit un peu de tous les prix, on voit des prestations qui sont très sérieuses, des prestations où rien n'est précisé, il faut signer, payer un acompte et puis s'engager des fois sur 4 ans. Donc on essaye d'être vigilant sur les devis qui sont proposés à ces producteurs. C'était il y a 2 ans, je crois maintenant, donc 2013 ou 2014. J'ai aussi travaillé sur encore un petit rapport synthétique d'une 30aine de pages sur tout ce qui était passé en revue aujourd'hui, toutes les solutions de stockage de l'énergie qui sont à notre disposition, aussi bien chimique, électrique, mécanique. Donc passer tout ça en revue, toujours avec une approche de vulgariser la technologie et l'approche scientifique. Et commencer à donner envie en fait, à ses adhérents à investir demain dans des solutions de stockage. Donc ça, c'était déjà il y a 2 ans. J'ai travaillé aussi sur un petit rapport, une 20aine de pages, pour faire un petit comparatif, un petit état de l'art sur les différentes technos qu'on peut leur proposer aujourd'hui sur le marché. Pour vous dire, la PFA, c'est 99% d'installation en poly, en cristallin, très peu de couches minces malheureusement. Alors que moi, je suis producteur d'un système photovoltaïque en couche mince et ça produit depuis 6 ans et ça marche très très bien. Donc je suis plus que convaincu que la seconde techno a beaucoup d'avenir, mais peut-être sur des applications un peu spécifiques. La réglementation, pour vous dire, a aussi évolué dans le temps. Je ne sais pas si vous êtes aguerris là-dessus. Aujourd'hui, on parle d'appel d'offres creux, donc comité de régulation de l'énergie, qui propose, sous forme d'appel d'offres, de faire des projets un peu plus conséquents, jusqu'à 250 kW pour, on va dire, le monde agricole. Donc là aussi, je me suis permis de faire une petite synthèse. J'ai mis en évidence 40 points techniques où il faut vraiment apporter une vigilance lorsque le futur porteur de projet reçoit un devis d'un installateur, vérifier point par point que tout est cohérent, qu'il n'y a pas de loup dans l'offre technico-commerciale. On est toujours on essaye de motiver un peu toujours les troupes. Donc en début d'année aussi, j'ai travaillé sur un petit document pour parler d'autoconsommation. C'est vrai que la majorité des adhérents de la PFA bénéficient de tarifs à 60 centimes, donc on leur parle d'autoconsommation, d'autoproduction, ils nous disent mais pourquoi faire. Donc là on essaye de les mener avec quelques années d'avance pour que demain on puisse réaliser ce genre de projet. Et puis bien sûr à la disposition de nos adhérents pour discuter sur plein de questions et tout type de sujets. Voilà pour les travaux que je mène. On passe à la 3e partie. Retour d'expérience sur nos installations. Alors, qu'est-ce que j'ai rencontré? Premier cas, contre-performance, 40 kg, bon, petit générateur, 7 onduleurs SMA. Donc, on peut se dire, on va vers le haut de gamme. L'installateur est le producteur, le client est sécurisé. On lui propose du haut de gamme, du SunPower, 7 onduleurs, donc une conception modulaire, une structure Mecosun avec avis technique. Et puis on se rend compte qu'au final, au bout de 3-4 ans, la réponse de l'installateur est « Monsieur, il y a moins de soleil cette année, nous allons vous apporter des preuves, sauf que les preuves n'arrivent jamais ». Au bout de 4 ans de production, le producteur me contacte pour faire un état des lieux. Je constate que le logiciel PV6 ou Archelios, ne connaissent pas. Donc une surestimation de la production annuelle, de fait, de 15%. Donc quand on est producteur et qu'on investit dans un système photovoltaïque, quand on fait une erreur de 15% au niveau du retour sur investissement, c'est pas négligeable. Je vois là le pire des modules non branchés. Pourquoi? Parce que l'approche de l'installateur a été de
de dire on remplit le toit de modules et puis après on verra. Volontairement, puisque les câbles étaient vraiment bien cachés, hein, j'ai pris le risque de monter sur une échelle à 12 mètres de haut pour trouver le connecteur qui n'était pas branché. Et puis voilà, on voit 216 modules achetés et 203 branchés. Bon, c'est pas grave, mais c'est fait quand même une petite différence. On voit aussi des problématiques assez intéressantes par rapport à la gestion et du fonctionnement des onduleurs sur le réseau. 2 bâtiments sur ce projet, une distance entre une interconnexion en alternatif entre les 2 bâtiments de 150 mètres, un câble sous-dimensionné, triphasé, un non-respect de l'équilibre des phases et des onduleurs qui, à midi solaire, pendant la période estivale, se déclenchent tout simplement parce qu'ils voient de leur côté, en tant que, si on modélise l'onduleur en tant que générateur de courant parfait, ils voient côté réseau une tension trop haute, donc ils se mettent en sécurité. Aujourd'hui, c'est quand même, voilà, c'était une perte estimée à 17%. 2 onduleurs sur 7 produisent correctement, donc assez incroyable. Et puis aucun dossier transmis, pas de DOE, pas de repérage des câbles, sous-dimensionnement, pas de mise à la terre des modules. Donc voilà, on voit quand même des choses. Moi, mon job, ça a été justement de remettre à niveau cette installation, donc 5 000 € de travaux, des choses basiques, hein. Rééquilibrer les phases, c'était possible, donc on les a rééquilibrées. On a modifié le câblage d'essai et puis on a récupéré des panneaux, on a trouvé une autre conception au niveau du nombre de modules par branche et on a récupéré 1,6 kW comme ça en rebranchant des petits câbles d'essai. Et puis moi, j'ai demandé de mettre en place un contrat de maintenance. Donc voilà, pour vous citer un premier retour d'expérience. Deuxième retour d'expérience des modules CDTE, First Solar. Donc sur le papier, voilà, encore des composants de bonne qualité. Et puis un oubli qui est aussi la faute de First Solar, hein, ils le reconnaissent au début lorsqu'ils ont commencé à vendre leurs modules. Une mauvaise communication sur le fait d'équiper l'onduleur d'un système de kit de mise à la terre et puis bien sûr un onduleur équipé d'un transfo pour réaliser cette mise à la terre. Donc des courants de fuite, des rails de fixation installés à l'envers, etc., etc. Donc je vous passe les détails. Sur 8 onduleurs, il n'y en a qu'un qui produit correctement. Donc voilà, le phénomène de TCO est arrivé sur les modules. Les modules ont perdu de manière un peu aléatoire, hein, puisqu'on constate que certains décrochent plus que d'autres. Et on constate voilà, des pertes non négligeables. Coût de la réparation, 6 500 €. Démontage des 128 modules, élimination des conformités et puis aussi contrat de maintenance. Autre installation, alors là bon, c'était un dégât dû à une surtorsion atmosphérique. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 2 onduleurs qui ont cramé. La foudre est tombée directement, pas de chance, hein, sur le compteur ERDF. Bon, ça arrive. Bien sûr, en mois de juillet. Le délai d'intervention de RDF pour changer le compteur, 3 semaines. La question que s'est posée tout de suite le producteur, c'est comment je vais justifier cette perte. Je n'ai pas de contrat de perte d'exploitation au niveau de mon assurance. Comment je vais justifier? Le RDF, de bonne foi, hein, a dit, voilà, vous nous enverrez la facture correspondant à la production du mois de juillet. Sauf que, voilà, sans mesure, comment on peut justifier cette production sur un site? Donc moi, je suis arrivé très, très rapidement. J'ai mis en place ma petite sonde d'ensoleillement Kimo certifiée, calibrée, pour pouvoir justifier mes mesures. Hein. Donc vous voyez, il y a quand même du soleil. Hein, vous voyez les densités en watts par mètre carré là, qui sont enregistrées en bas. Et puis bien sûr, pour être rigoureux dans ma démarche, j'ai installé des petites sondes de température Kimo aussi, hein, des petites piles boutons. Moi j'aime bien jouer avec l'instrumentation. Donc je me fais plaisir quand j'ai un peu d'argent. Et donc j'ai relevé des températures. Donc vous voyez, voilà un bon exemple, hein, montage de modules photovoltaïques sur bac acier, plein sud, dans le centre du Morbihan. La température n'excède pas 55 degrés. Donc là, on arrive à travailler vraiment dans de bonnes conditions. Pourquoi? Parce qu'on a vraiment une belle lame d'air entre le bac et la face arrière du module.
Et donc tout ce travail, avec quelques petits calculs par derrière, m'ont permis de retrouver la production manquante et puis d'envoyer directement la facture à RDF. À EDF, pardon. Autre cas, qu'est-ce qu'on a eu? Le 39 kW. Donc là, une grosse erreur de la part de l'installateur à la base, puisque la segmentation fait qu'à 36 kW, qu'on soit sur la production de la consommation, ERDF résonne en couleur bleue. Au-dessus de 36 jusqu'à 250 kVA, on résonne en couleur jaune. Et l'installateur a proposé un 39. La douche froide pour le producteur, c'est de payer un compteur, la location du compteur pour une valeur de 750 € par année, alors que si l'installation proposée avait été à 36, il aurait payé 85 € par an. Donc ça, c'est aussi des choses qu'il faut vraiment faire attention en termes de proposition commerciale. Une fois de plus, on constate que l'énergie estimée de manière annuelle était un peu au-dessus, 5%. Et puis là, voilà, la totale des branches, des nombres de modules par branche différents, couplés en parallèle. Donc là, c'est un peu la cata. Et puis aussi un toit à double pente, donc avec des modules branchés sur une pente relativement faible et puis sur une pente plus élevée. Donc au final, plusieurs milliers de kilowattheures non produits. 22 000 € là, pour ce cas-là, de réparation. Démontage des modules, remplacement de la structure d'étanchéité qui fuit, analyse des modules obligatoires, puisque les modules c'était des modules Trina, on va dire qualité moyenne, avec surtout des tolérances de puissance au niveau des modules relativement importantes. Donc on ne sait pas trop ce qu'on a lorsqu'on installe, et au final on peut brancher des panneaux avec 10 watts de différence. Et puis donc là ça a été catégorique, engagement d'une procédure judiciaire. D'ailleurs pour les autres cas aussi. C'est vrai que je n'avais pas noté. Donc mon job, c'est aussi d'assister ces producteurs dans la démarche juridique. Oui. Ouais, c'est vrai que je vais vite pour que libérer si on veut finir à... Ouais. Par rapport à l'activité de mon bureau d'études? Oui, APFA, c'est que du photovoltaïque. Ouais. De la méta, oui, ça commence. Alors, de l'éolien de petite puissance ou moyenne puissance, on a réussi à motiver 3, donc 1%. Pourquoi? Parce que en fait, les prix étaient encore relativement élevés sur l'éolien jusqu'à présent. Et puis la démarche administrative est relativement complexe puisque on est face à une administration qui connaît aujourd'hui très bien le grand éolien, ne connaît pas le moyen éolien et applique par défaut la réglementation du grand. Donc voilà. Donc très dur d'obtenir concrètement des permis de construire pour des moyennes éoliennes. Pour la méta, je suis désolé, j'ai pas plus d'infos que ça. La méta se développe beaucoup en Bretagne, avec des unités quand même de plusieurs centaines de kilowatts, où même on affiche facilement le mégawatt. Après, l'objectif de la PFAS, c'est pour l'instant de se concentrer quand même sur le photovoltaïque et d'évoluer peut-être d'ici quelques temps vers une diversification de la production d'énergie locale à la ferme. Oui. Alors la limite actuelle, elle est d'ordre réglementaire, c'est que si on dépasse 100 kW, le producteur va payer l'IFER, l'impôt forfaitaire sur les énergies réseau, à 7 € du watt. Donc quand vous avez 100 000 watts, c'est peut-être judicieux de s'arrêter à 99,999.
Ouais. 36, on est en bleu et ouais, ouais. Non. Ouais. 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 Tout à fait. Pour vous dire, en tant qu'il y a une autre un peu hérésie, hein, après on va pas, voilà, le but c'est pas de la soirée, c'est pas de critiquer toutes les problématiques réglementaires. Lorsque vous êtes consommateur, vous avez le droit d'ouvrir un compteur en tant que consommateur jusqu'à 18 kW en monophasé. Lorsque vous êtes producteur, on vous oblige à injecter en triphasé à partir de 6 kW. Au cas où on déséquilibrerait le réseau. 2 kW par phase, c'est vrai que ça... Ouais. Non, c'est vraiment, je dirais, un peu le réseau, les activités de chacun qui font que, au sein voilà, de journées de formation telles qui sont organisées par la Chambre d'agriculture, se rencontrent autour de différentes discussions. Et puis, on se rend compte que c'est un monde qui est très, très petit. Hein, en Bretagne, on n'a que 3 millions d'habitants. Et du coup, tout le monde se connaît. Tout le monde se connaît et on passe le relais dès qu'on croise quelqu'un. Tiens, prends le bâton à PFA et passe-le à ton voisin. Et c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est vraiment des initiatives, on va dire, d'homme à homme, quoi. Alors, on essaye de se développer. On a eu des actions l'année dernière pour aller voir les Pays de la Loire. Mais on se rend compte que la dynamique agricole est pas forcément la même suivant les régions. Moi, j'ai essayé d'engager aussi à titre professionnel via mon bureau d'études des actions avec les chambres d'agriculture de la Basse et Haute-Normandie. Alors, maintenant, elles sont fusionnées, je crois. Et on se rend compte que la dynamique n'est pas du tout bonne dans le milieu agricole en Normandie. C'est très très compliqué et qu'aujourd'hui, on m'a dit ça sert à rien d'aller aller voir le monde agricole parce qu'ils sont tellement limites hein, dans leur fonctionnement, dans leur trésorerie, qu'ils n'ont pas la tête à investir. Au niveau des Pays de la Loire, ça a été un peu différent l'approche. Il y a quand même une belle dynamique, mais il y a déjà, on va dire, quelques acteurs qui ont aussi beaucoup travaillé avec différents statuts hein, depuis une dizaine d'années. Et donc, bon, ils nous disent tout simplement, bon, on veut bien être ouvert, mais on a fait quand même beaucoup de travail en amont et on n'a pas envie que l'APFA passe de manière générale, s'impose dans toutes les régions. Donc, l'objectif, bien sûr, pour le président, c'est d'avoir vraiment une représentation nationale. Donc aujourd'hui, on a quand même 32 départements où on dispose d'adhérents. Après, on a encore du travail. Hein. Oui. Ouais. 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 Payer un nouveau bâtiment de stockage. Payer un nouveau bâtiment de stockage à l'échelle de 20 ans. Voilà, en fait, exactement. Donc on est vraiment dans une autre démarche qui est, à mon avis, beaucoup plus sereine. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Ah, l'activité est complexe. Ouais, ouais. Aujourd'hui, hein, peu d'installateurs vont faire du résultat cette année. Et moi-même, en tant que bureau d'études, la réalité économique est qu'il faut vraiment se battre pour aller chercher des projets.
avec l'augmentation des coûts du kilowattheure EDF, hein, qui va nous arriver dans les prochaines années. Hein. Donc on intègre ce qu'on appelle la notion de parité, avec un coût d'investissement qui ne fait que diminuer. Alors c'est clair qu'il y a un moment, on va tendre vers une asymptote. Hein. On va pas aller... Aujourd'hui, moi quand j'ai commencé le photovoltaïque, on investissait à 5-6 euros du watt. Aujourd'hui, on est à 1 euro du watt. Donc on peut peut-être encore imaginer descendre un petit peu. Mais on sait qu'en face de nous, on a des énergies fossiles dont le coût ne fait qu'augmenter. EDF a encore augmenté ses tarifs de 2 fois plus 2,5, donc ça ne fait pas 5 comme ils disent, mais ça fait 6. Ils confondent les opérations de base. Bon. Et voilà, avec un plus 6% sur le coût conventionnel d'électricité, ben nous, on considère déjà que dans le sud de la France, compte tenu du gisement solaire qui est 20 à 30% supérieur, on est déjà à cette parité réseau en 2015. Donc aujourd'hui, les gens qui veulent investir dans le photovoltaïque ont le choix de produire à un tarif réglementé ou aussi de faire un effort en amont du projet, c'est-à-dire trouver une cohérence entre la production instantanée et la consommation instantanée, de trouver vraiment le bon intermédiaire pour que la production instantanée ne dépasse jamais la consommation et plutôt s'orienter vers la vente partielle de l'énergie ou alors de l'autoconsommation pure et dure. Donc aujourd'hui, pour vous dire, moi j'ai arrêté de travailler, je réalise des projets, hein, j'accompagne des porteurs de projets dans le photovoltaïque. Depuis l'année dernière, je ne réalise que des projets en vente partielle de l'énergie. Donc on a arrêté de tout vendre. Aujourd'hui, la démarche, c'est plutôt de se dire, bon, peut-être que sur les premières années, on va être un peu limite au niveau trésorerie, puisque le coût du kilowattheure actuel est légèrement en deçà du 13,68. Ouais, c'est 12,5. Voilà. Et d'ici quelques années, bah, la balance va s'inverser. Et le risque qu'on a pris au début sera payant au bout de quelques années de production. Donc voilà. Bon, la période d'or, le photovoltaïque s'imposera par nature. Hein. Il n'y aura pas besoin de... Voilà, On a vécu, je dirais, une première époque, on va dire, du photovoltaïque dans un monde un peu artificiel. Avec, voilà, il fallait donner une petite aide, donc qui était vraiment quelque chose de